também, continuando a resposta, a usina de extração continua, sim, funcionando e é uma das estruturas que permite mandar a água do Pinheiros e do Tietê, dos afluentes do Tietê e dos afluentes do Pinheiros para Billings. O que não funciona, infelizmente, é a eclusa, não é? Que permitiria a navegação no Rio Pinheiros. Então, eu pediria aos colegas o seguinte, que nós já superamos o tempo aqui, podemos prejudicar o colega da tarde. Pediria para ser mais o breve aqui, o Loretti. E pontual, vamos ser cultura Twitter. É um minuto. Eu queria enfatizar, a Estela comentou acerca dos nossos problemas, né, de eficiência. Um dos focos que a gente quer dar nessa parceria com a França, dentro da despoluição do Tietê, é, evidentemente, os aspectos de gestão, né, desse trabalho forte nas bacias hidrográficas e também a questão de tecnologia, que para nós é sempre uma questão focada, né, porque, sim, a gente precisa sempre olhar a tecnologia e ver o que é aplicado em países de primeiro mundo. Eu só queria fazer um comentário com relação ao que se falou sobre a questão da exploração de águas subterrâneas. Existe uma realidade, não sei se vocês viram, se pegar qualquer Google aí e fizer um zoom, existe uma fase inicial de ocupação do solo, que é de grande degradação, mas isso rapidamente, com um certo tempo, acaba ficando muito impermeabilizado. Ou seja, já não existe nenhuma política em periferia de uso e ocupação do solo. Ninguém constrói uma casa com quintalzinho, com área. O que se constrói é 100% de ocupação do terreno, as áreas são pavimentadas, as ruas são pavimentadas, calçadas são feitas, e não sobra nada. Aquilo que foi comentado antes, não sobra praticamente espaço nenhum para a penetração de água de chuva. Então, a recarga é extremamente prejudicada. Hoje, acredito que a recarga seja extremamente diminuta com relação ao que era originalmente. Isso prejudica também muito o pouco de água que se tem, que é predominantemente cristalino, com uma reserva de água praticamente muito baixa, e isso prejudica também bastante o uso desse aquífero. Muito bem, então vamos concluir aqui com o nosso diretor adjunto, Michel. E... Duas palavras. Twitter. Eu acho, então, que a situação está bem pior do que a gente imagina, porque no município de Vargem, que é onde se localiza a represa do Jaguari, nós conseguimos lá que a Sabesp fizesse um sistema isolado de abastecimento de água para uma comunidade isolada, onde a rede não vai chegar. Já cavaram 3 poços. Eu estou falando isso, é coisa da semana passada, o último. Então, nem água de poço a gente está conseguindo nessa represa. Então, Michel. Moi, juste, je voudrais dire que nous avions un avantage énorme, c'est les schémas d'urbanisme qui existent à Paris depuis le XIXe siècle. Et donc, c'est un urbanisme assez réglementé qui a permis la construction des ouvrages, des égouts, et de manière assez simple. Voilà. Bon. Et ça, c'est une énorme différence. L'urbanisme, ça me paraît être la clé de votre problème. Alors, pour répondre aux questions, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Alors, à l'horizontale, avec les autres acteurs de l'assainissement, c'est-à-dire, pour nous, les départements, la région, et puis, bien sûr, avec 2 autres entités très fortes, l'État et l'Agence de l'eau, qui participe à notre financement. Et dès le début d'un projet, on travaille en commun avec tout le monde, de façon à ce que les bases soient reconnues par tous,
Ainsi, le projet peut se développer et nous faisons avaliser le projet à tous les niveaux d'avancement, d'une part par nos partenaires financiers de l'Agence de l'eau et d'autre part par l'État qui, lui, est le responsable de la police de l'eau. Et donc, l'État va, au vu de nos projets, imposer, par ce qu'on appelle un arrêté de rejet, la qualité de l'eau qui doit sortir de nos installations. Et il aura préalablement donné son accord sur le projet, considérant que ce projet répond aux objectifs de respect des directives européennes et de leur traduction en droit français. Donc il y a une interpénétration sur toute la durée d'un projet qui permet des résultats que je trouve intéressants et une collaboration qui est très fructueuse puisque nous pouvons prendre en considération l'ensemble des problématiques rencontrées à tous les niveaux par les différents collègues qui agissent comme nous dans le domaine de l'assainissement. Colegas, assim encerramos essa mesa, eu creio que muito oportunamente com a abertura dos grandes debates e o fechamento aqui com o colega Michel do desafio de gestão e a colocação no meio das duas questões pontuais que foram elaboradas do projeto Tietê e do Sedimento, e o desafio é de governança e gestão, que é o nosso desafio que nós temos aqui no Brasil, na verdade. Vimos a questão metropolitana, a questão da ocupação e uso do solo, etc. Então, muito obrigado. E vamos, à tarde, voltar aqui com os colegas e nos inscrever para visitar os laboratórios. Somente um aviso, por favor. Os laboratórios da CETESB vão estar abertos à visitação daqueles que fizerem sua inscrição aqui à recepção. Então, por gentileza, façam a inscrição. Os laboratórios são referência nacional e internacional, é mais de um laboratório, em controle ambiental, em análise e controle ambiental. A gente também vai retornar às 14h30. Pedimos a todos que, por gentileza, estejam aqui nesse horário, porque se a gente não começar hoje, nesse horário, a gente acaba interferindo no horário da visita e a gente implica na rotina dos laboratórios. Então, a gente conta aí com a colaboração de todos. Muito obrigado. Antes de nós iniciarmos os trabalhos da tarde, eu gostaria de convidar as pessoas que estão, como a gente está com o auditório com poucas pessoas, para que viessem mais para frente, podem se achegar aqui mais próximo. Vocês vão ficar tão confortáveis quanto e ficam mais próximos aqui dos palestrantes. Lembrando que, a partir de amanhã, nós temos um novo seminário, o Seminário Científico Internacional sobre bioindicadores para avaliação da qualidade da água. Nós encerraremos o seminário de hoje com essa palestra e, após a palestra, teremos, então, a visita aos laboratórios da CETESB. Aqueles que não se inscreveram, por gentileza, dirijam-se aqui ao nosso receptivo aqui ao lado para fazer a sua inscrição. Senhoras e senhores, a nossa palestra de encerramento deste seminário tem a ver com financiamento e tarifação da água na França. E o exemplo de l'Île-de-France vai ser apresentada por Jean-Marc Picard, diretor da Direção de Saúde e de Meio Ambiente do Sindicato Interdepartamental da Aglomeração Parisiense, a SIAP. Por favor.
Ao término da palestra, nós teremos abertura rapidamente para as perguntas, que deverão ser feitas ao microfone para conta da nossa tradução. E aí sim, teremos então a saída para a visita aos laboratórios da Sabesp. Que vous puissiez mettre les écouteurs. Bonjour à tous. On va présenter un petit peu, pour finir cette première session, quelles sont les modalités aujourd'hui de financement, mais aussi un peu les questions qui se posent sur le prix de l'eau. Je vous donnerai donc les éléments qui présentent le contexte français. Ça peut ouvrir effectivement quelques questions sur le contexte au Brésil. Cette question de financement est extrêmement importante. J'insiste dans nos projets, puisqu'on voit bien, et je crois que c'était sur les exposés précédents, que c'est ce qui donne une garantie à la fois pour réussir un projet dans les temps, avoir finalement aussi, et c'est un peu ça que je vais présenter, cette question de financement, et aussi on fait aussi un outil de concertation dans le contexte français. On fait, comme toute bonne chose, on va commencer à présenter un peu les acteurs, comme toute bonne pièce de théâtre, on va dire. Et donc, qui sont les acteurs en jeu dans le financement? On a en fait trois catégories d'acteurs, je crois que je l'ai déjà dit. Les collectivités locales, je crois que c'est pareil dans le contexte brésilien. Le point important, c'est qu'elles organisent le service public de l'eau et de l'assainissement pour fournir donc de l'eau potable et permettre l'assainissement, la collecte des eaux usées et leur traitement dans les villes. Elles ont comme rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour conduire leur projet, qu'elles le conduisent seules ou en groupement, ce qui est un cas assez fréquent. Quand elles n'ont pas la taille critique, elles se groupent pour pouvoir exercer ce service, mais elles gardent chacune leur responsabilité de fournir le service. C'est bien chaque collectivité qui a cette responsabilité. Elles décident également, dans leur rôle, la décision des investissements en fait leur revient. Dans le contexte d'Île-de-France, il peut y avoir sur telle gestion locale de ville une décision de dire je vais plutôt le traiter localement, je vais plutôt voir avec tel autre syndicat s'il peut fournir de l'eau et l'amener à ma commune, voire changer, ça peut arriver aussi en cours de route, de dire finalement j'étais avec tel syndicat mais je vais travailler avec un autre. C'est elles qui ont toutes ces capacités à décider du choix de gestion et des investissements qui vont derrière. Et le point important, j'ai mis en rouge également, elles ont un rôle sur le tarif du service. On verra là-dessus que finalement le prix de l'eau résulte de décisions de plusieurs collectivités, parfois une, parfois plusieurs. Et derrière, évidemment, puisqu'elles décident des investissements, elles attribuent derrière les contrats et les marchés pour la réalisation des ouvrages nécessaires. Un autre acteur qui est dans le paysage, qui est l'Agence de l'eau. Alors l'Agence de l'eau, vous la connaissez beaucoup, ce sont les agences dites de bassin. Ici, vous les connaissez beaucoup comme des organismes de concertation qui vont avoir des politiques sur un bassin. En France, elles ont ces rôles, mais initialement, d'ailleurs, leur nom était différent. Elles s'appelaient agences financières de bassin. Ce rôle financier est un rôle premier des agences de l'eau dans le contexte français. Et ça va être finalement un acteur important, un peu oublié, parce que ce n'est pas un acteur classique dans la chaîne institutionnelle où on a le gouvernement, l'État, enfin, ou le département, région chez nous, et les communes. C'est un acteur qui est une agence de l'État, mais avec une forte autonomie ou capacité de gestion, un rôle de coordinateur. Donc l'agence de l'eau a bien ce rôle de faire un programme d'action autour de gestion du bassin. Donc elle prépare un plan de gestion du bassin. Ça, c'est le même rôle. Mais au départ, dès qu'elle fait ce plan de gestion de bassin, elle se préoccupe de son financement. Et donc, elle ne fait pas de plan de gestion sans se soucier du financement. Et ce plan de gestion définit un programme pluriannuel de financement et de savoir quelles seraient les capacités de financement des actions qui sont envisagées. C'est tout de suite couplé.
Et pour pouvoir faire ce financement, ensuite, elle va définir un troisième thème qui est très différent, qui est de dire si tel ouvrage ou telle catégorie d'ouvrage doit se développer. Par exemple, il y a eu une époque où on a dit qu'il faut développer les réseaux d'assainissement, les réseaux de collecte. À un autre moment, on avait dit qu'il faut augmenter les capacités des stations de traitement des eaux face aux nouvelles normes. Il peut y avoir des grandes lignes politiques dans un programme, par exemple. Elle va définir, pour orienter les travaux, des montants d'aide financière. J'y reviendrai. Donc, les travaux qui sont les plus nécessaires dans la politique de l'agence vont avoir les meilleures aides financières. Voilà la logique. Et derrière, pour pouvoir faire tout ça, il lui faut évidemment des ressources financières. Ces ressources financières lui sont attribuées par la loi. Les agences de l'eau peuvent bénéficier directement de redevances fondées sur différents termes par rapport au prélèvement d'eau. Lorsque, par exemple, on a besoin d'eau pour fabriquer de l'eau potable, c'est soumis à prélèvement, ou par rapport aux pollutions. Et là également, tous les acteurs qui polluent, qui rejettent de la pollution vers les milieux, sont susceptibles sont redevables d'une redevance. Et donc, à nouveau, tout ce système-là, on voit bien, doit être cohérent. Des programmes d'action, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on est prêt à aider, et quel argent j'ai pour pouvoir faire cet ensemble. Et évidemment, le programme d'action va être en partie aussi lié aux capacités de financement. S'il y a peu de redevances, le programme d'action sera nécessairement plus réduit. Troisième acteur, l'État. L'État français, donc ce qui serait aujourd'hui, l'État est aujourd'hui essentiellement dans un rôle de contrôle. J'y viendrai un peu plus tard. Aujourd'hui, l'État ne participe de moins en moins au financement. Il peut être aussi financeur, mais il a été beaucoup à une certaine époque, il l'est moins aujourd'hui. Donc il a essentiellement un rôle de contrôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se préoccuper de tous les textes réglementaires par rapport aux exigences. Que veut-on en termes de qualité des eaux? Que veut-on en termes de qualité d'eau au robinet? Que veut-on en termes de protection des rivières? Que veut-on en termes de protection des zones humides? Tout cet ensemble de textes réglementaires relève de l'État. Il va, par rapport aux agences de l'eau, se positionner en second niveau en approbation du programme pluriannuel. Le programme est clairement préparé et son équilibre est préparé par l'agence. L'État intervient en second niveau dans un rôle d'approbation. Bien évidemment, les agences de l'eau se préoccupent de l'avis de l'État avant de finaliser leur programme. Le programme ne peut être exécuté que s'il est approuvé. Après, on a un rôle de contrôle plus classique au sein de l'État, qui sont tous les contrôles, la qualité des eaux distribuées, les analyses d'eau au robinet, les suivis, etc. La conformité des rejets, dès lors qu'il peut y avoir des rejets encadrés dans les rivières, pour les différentes activités, ou par exemple, quelles sont les performances attendues d'une station de traitement ou autre. La conformité des rejets est suivie par les services de l'État. Également, un rôle financier, la légalité des actes. Je vous ai indiqué que les communes décident des investissements, décident des marchés qui vont être attribués. Il y a un contrôle de légalité des actes qui peut être fait par l'État. Elle doit respecter le cadre, et ça aussi, il y a un rôle financier là-dedans. Et puis, dernier point, par rapport à ce que j'ai indiqué là, précédemment, où j'avais dit qu'il y avait des redevances sur des prélèvements d'eau, quand on utilise de l'eau de rivière pour en faire de l'eau potable ou pour faire d'autres usages, les forages, ou par rapport au rejet d'eau usée, la plupart, en fonction de certains seuils, relèvent d'une autorisation, et cette autorisation est instruite par l'État. Donc un rôle essentiellement de contrôle, comme vous le voyez, et de définir également les exigences à ce niveau-là. Voilà à peu près les trois niveaux. Les trois niveaux essentiels. Donc les acteurs étant maintenant là, on va voir comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà?
Toujours un peu dans ce qu'on a présenté, ou je crois la discussion de ce matin, un peu en écho à la discussion de ce matin. Voici un graphique qui donne, depuis les années 1940 aux années 2000, l'évolution du linéaire de réseau en France. Là, ce sont des données globales pour la France, qui est réseau en matière d'eau potable. C'est une canalisation pour l'adduction en eau potable. Vous pouvez voir l'effort, finalement, qui a été fait depuis un chiffre très très faible en 1940 jusqu'aux années 2000 pour fournir de l'eau potable dans un système organisé avec des capacités de traitement, de qualité, de distribution, qui a pris finalement, et à nouveau on retrouve cette échelle de temps, qui a pris un demi-siècle, pour fournir aujourd'hui, en revanche, 99% de la population. Il est aujourd'hui admis qu'on n'aura jamais 100% de la population, ne serait-ce parce qu'il y a certaines populations marginales, il y a certaines situations particulières. L'objectif de 100% n'est pas un objectif, qui peut se résoudre par un système d'alimentation en eau potable. Mais donc cet effort de financement, évidemment représente un capital, et ça c'est le premier point. L'eau, c'est un patrimoine extrêmement important. Dans les budgets des collectivités en France, on considère qu'à peu près la moitié de leur flux financier budgétaire était lié aux questions d'eau. Ça montre bien l'étendue à la fois du souci de financement, patrimoine, au-delà, qui aujourd'hui est constitué, dont un enjeu est évidemment de le maintenir à niveau, de le faire fonctionner en qualité sur cette période. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, on a, nous, vécu, il y a eu un effort d'investissement. On est aujourd'hui en fin de cette phase d'investissement. Vous voyez sur l'eau potable, le travail est fait complètement aujourd'hui. Sur l'assainissement, on peut aussi estimer qu'aujourd'hui, avec un décalage un peu par rapport aux aspects eau potable, que l'essentiel ou la quasi-totalité de ce qui devait être fait a été fait pour l'assainissement. Donc, jusqu'aux années 80, l'État accompagnait cet effort. Beaucoup de travaux en investissement ont été aidés par différents mécanismes d'aide, je n'y reviens pas. Et c'était un acteur, pendant ces années, non seulement un soutien financier, mais aussi un soutien technique, notamment en dehors des grandes villes qui ont les capacités techniques. Il y avait également un rôle de soutien technique de la part des services de l'État. Ça faisait partie finalement aussi de ce qu'on a pu appeler de l'effort de reconstruction qui a suivi la guerre. Ça allait dans le même principe, de la même manière que l'État s'investissait sur les routes, s'investissait sur l'eau à ce moment-là. Les agences de l'eau, un fait un peu intéressant, ça a été créé dans la loi de 1964. Donc vers les années 60, et ça a vraiment été opérationnel dans les années 70. C'est assez étonnant d'ailleurs de se dire pourquoi a-t-on créé des agences de l'eau en France ? Il n'y avait pas à l'époque de grandes... aujourd'hui, la logique de gestion par bassin est une logique très partagée dans le monde. Ce n'était pas tellement développé à l'époque. L'idée, c'était surtout financier. C'est-à-dire le constat qui était fait dans les années 60, qui était un constat assez honnête et lucide, consistait à dire, finalement, on a aujourd'hui des exigences, l'exigence était déjà, on a une distribution des rôles, les collectivités ont à fournir l'eau potable et l'assainissement, et on n'y arrive pas. Les rivières étaient très polluées, les travaux ne se faisaient pas nécessairement, les autorisations n'étaient pas toutes suivies également. Enfin, l'idée qu'on y arriverait, et l'idée des agences de l'eau était de dire on n'y arrivera pas uniquement par la force publique, c'est-à-dire par la police, par le contrôle, par l'obligation, on n'y arrivera pas. Le constat qui a été fait à l'époque était de dire on y arrivera qu'en se développant un mécanisme financier, c'est-à-dire qu'en faisant en sorte que les travaux soient financés. Et d'où la création des agences de l'eau, à l'époque, agences financières de bassin, qui avaient pour vocation de pouvoir dégager les fonds nécessaires pour mener le besoin de travaux qui ne se faisaient pas au rythme ou avec la nécessité suffisante.
Autre époque, autre raison un peu de la disparition de l'État en France en matière de financement, c'est une autre logique qui n'a rien à voir avec l'eau, qui est une logique de décentralisation. On est passé d'un État très, très centralisé dans le contexte français, où, grosso modo, il avait à la fois les compétences pour faire, pour contrôler, pour financer là-dessus, à une logique de décentralisation où toute une série de champs de compétences ont été confiés à d'autres acteurs. Et donc, ce qui veut dire que l'État s'est recentré sur les missions que j'ai indiquées au départ, des missions d'exigence et de contrôle. Donc, par exemple, les derniers fonds, il y avait un fonds qui existait, par exemple, sur l'adduction en eau potable, qui a disparu en 2003. Il a été, à ce moment-là, les agences de l'eau étaient devenues suffisamment fortes pour pouvoir basculer et reprendre cette logique. Ça veut dire qu'à partir de cette date-là, il n'y avait pratiquement plus d'intervention directe de l'État sur les affaires d'eau. C'est à peu près la fin. On a aussi, encore dernier point, l'effet de crise aujourd'hui qui renforce un peu cela. L'État a de moins en moins de moyens et comme il y a d'autres financeurs, il s'est retiré. De toute façon, lui ne s'est plus positionné comme étant celui qui doit réaliser les travaux, lui il les contrôle. Alors ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne en 2009 ici, finalement pour réaliser les investissements, les collectivités le font par leurs propres moyens, y compris des emprunts, à hauteur de 42%. Les agences de l'eau apportent aujourd'hui le quart du financement. Ça, c'est tout confondu eau et assainissement. Il y aurait des chiffres un peu différents pour l'un et l'autre. Ça, c'est les départements et régions qui sont une sorte de collectivité, mais juste un étage au-dessus de celle des communes, donc qui restent locales, mais qui sont donc à un échelon qui n'est pas celui de l'État, ni dans ses missions, ni dans ses responsabilités, apportent un soutien. Donc elles aident finalement, si j'ai oublié de dire, j'aurais pu le rappeler, qu'on a un nombre de communes extraordinaire en France. On a 36 000, on a 12 000 services d'eau et d'assainissement. Donc, quelque part, des nombres très, très élevés. L'Italie, par exemple, a fait sa réforme, était dans la même situation. L'Italie a décidé en quelques années de dire « je change mon système, d'avoir 10 000 services d'eau et d'assainissement, ça ne marche pas ». Elle a obligé ces services à se regrouper, il n'y en a plus qu'une centaine. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, il faut le savoir. Donc on reste, nous, dans une logique très éclatée, en matière de qui fait quoi. Évidemment, il y en a quelques gros, il y en a qui sont plus gros et plus petits, mais il y en a 12 000 au bout du compte. Et c'est essentiellement par des mécanismes financiers qu'on crée finalement la cohésion, la vision, la stratégie en matière pour que, dans cet éparpillement de décideurs, parce que 12 000 entités de services d'eau et assainissement, ça fait 12 000 décisions, 12 000 contrats, 12 000, c'est autant d'éléments. Pour avoir une cohérence d'ensemble de gestion, c'est beaucoup par cet aspect de mutualisation, puisqu'elles peuvent bénéficier d'un quart de leur financement par l'agence de l'eau. Un financeur qui pèse pour un quart dans une décision de financement, il a son mot à dire. Donc c'est là qu'on retrouve, et le département aussi. Donc finalement, c'est eux qui vont impulser la politique par leur financement. Les opérateurs privés ici sont là, mais en fait, ils le font pour le compte des collectivités. Ils ne le font pas pour, évidemment, c'est évident qu'ils ne le font pas par charité, simplement. Donc, on pourrait les regrouper avec les collectivités, je crois que ce que j'ai fait dans l'idée. Tout ça donc, relève en grande partie de l'autofinancement, j'y reviendrai après, et l'autre partie correspond à des subventions. Voilà à peu près le paysage global. Là, vous avez une vue d'hélicoptère, enfin plus d'avion, de ce que sont les sources d'investissement pour les ouvrages d'assainissement en France. Alors, ça donne quoi, l'agence de l'eau? Comment ça fonctionne? Je vais quand même donner quelques détails. Il y a quelques principes. Je vais donner quelques principes sur le fonctionnement d'une agence de l'eau en France. Un des premiers principes, on l'a appelé pollueur-payeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, l'eau est toujours un sujet qui, je dirais, assez politique. Ça touche beaucoup de gens, ça touche tout le monde, quoi. Donc, ça fait l'objet de débats. Les idées de principe pollueur-payeur, aujourd'hui, ne sont pas toujours des termes qui sont acceptés. On ne les parlerait peut-être plus autant en France. Quand même, à la base, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux principes, c'est qui pollue l'eau paye une redevance. Et qui prélève, enfin,